Donc je vais poser ma première question à Michel Serres, et ensuite nous progresserons. Dans Variations sur le corps, vous dites, et d'ailleurs c'est un peu l'exergue, vous remerciez vos professeurs de gymnastique et vos guides de haute montagne qui vous ont appris à penser. Alors en quoi les professeurs de gymnastique, aujourd'hui on dirait d'éducation physique et sportive, peuvent-ils apprendre à penser? C'est un rapport de la pensée au corps qui en soi est déjà original. Merci de me donner la parole en premier. Je suis un peu impressionné de parler devant des spécialistes. C'est vrai que le sport aujourd'hui a une double signification, à la fois sociale et personnelle ou individuelle. Et j'aime à dire que du point de vue social, le sport est une activité où tout le monde perd. Vous vous rappelez, j'avais dit ça dans le DVD. Et dans la radio, à la télévision, dans les journaux, on ne parle que de vainqueurs, c'est-à-dire de 1/100000e des gens. Et ça va toujours un peu frapper de cette affaire-là, c'est-à-dire que dans les médias, on ne parle jamais de sport, on ne parle que des vainqueurs, et dans un cas sur 5, c'est un toxicomane. Donc il est probable qu'on ne parle pas de sport dans les médias, on parle de quelque chose qui n'a pas à voir vraiment avec le sport réel. Oui. Et deuxièmement, ça c'est le côté social ou collectif, et puis le côté personnel. Alors oui, ça interroge les rapports de l'intériorité et de la physicalité, et à beaucoup d'égards, je prends dans le livre dont vous parlez à propos de pensée, un exemple concernant la robotique. Et j'ai beaucoup étudié la robotique à un moment, et ça a l'air simple comme ça de faire un schéma où on imiterait un geste quelconque du corps. Un geste de la main, un geste des chevilles, un geste de posture, etc. Et dans les années 50, du point de vue de cette technologie-là, il y avait au départ l'informatique d'un côté qui mimait les conduites cognitives et la robotique qui imitait les conduites corporelles. Et dans les années 50, il n'y avait pas photo. Tous les ingénieurs pariaient que 50 ans après, on aurait un robot parfait, mais qu'on ne saurait pas vraiment mimer les facultés cognitives. Et 50 ans après, tout le monde, évidemment, a un ordinateur chez soi, et le robot ne descend pas la poubelle pour la maîtresse de maison. Pourquoi? Parce que le corps est infiniment difficile à mimer, etc. Et pourquoi? Parce qu'il est peut-être plus complexe, et peut-être que le corps est plus complexe que le cognitif. Et c'est en cela qu'un entraîneur, qu'un professeur de gymnastique, etc., est un éducateur exceptionnel. Parce que dès le moment où le corps est en main, si j'ose dire, c'est vrai que le cognitif est plus facile à exécuter. Et il ne s'agit pas simplement de l'importance du corps, mais vous dites par exemple que le corps anticipe parfois. Oui, c'est ça. Alors, depuis que j'ai écrit, on a découvert cette merveille qui s'appelle les cellules miroirs, ou les neurones miroirs. Et vous savez sans doute que pour apprendre à plonger, que pour apprendre tel ou tel geste au tennis, au rugby ou des choses un peu complexes, il suffit pas, mais enfin, il est très important de le voir faire, car on a pu démontrer, des cognitivistes contemporains, italiens en fait, ont pu démontrer que quand vous voyez un athlète faire tel geste, par exemple le figure flop pour le saut en hauteur, les mêmes muscles, les mêmes neurones de celui qui fait le geste sont activés chez vous qui le regardez. Par conséquent, il y a là une sorte de démonstration de mimétisme possible entre la chose qui est représentée et la chose qui sera imitée par la suite. L'importance dans la pédagogie, donc, de l'imitation. Oui, c'est-à-dire qu'on a pu démontrer que l'imitation était désormais neurologiquement démontrable. Avec votre tripartition, trinomie, à savoir prendre, apprendre, comprendre, ce qui renverse un peu la logique habituelle tout le monde de la pédagogie. Je suis un ancien mathématicien, même, je suis toujours intéressé aux mathématiques, et les mathématiciens savent parfaitement que comprendre est souvent en troisième position, en effet. C'est-à-dire, on prend le cours, on apprend le cours, et on comprend le cours après. Or, tout le monde croit en pédagogie qu'il faut commencer par comprendre.
Ben, s'il fallait commencer par comprendre, il est bien clair qu'on ne comprendrait pas dès le départ ce que c'est qu'un nombre entier, parce qu'au bout de 50 ans de recherche, je n'ai pas encore compris complètement ce que c'est qu'un nombre entier. Vous voyez, et c'est très profond, un nombre entier. Voilà. Et par conséquent, souvent, il suffit de prendre le geste, et la compréhension suit. Alors là, le sport inverse complètement les a priori qu'on a sur l'éducation. Et apprendre, c'est d'une certaine manière incorporer. C'est ça. Ça prend corps. Exactement. Le corps comprend, le corps induit les schémas corporels. On va peut-être passer au sport. Et Georges Igarello, est-ce que vous pouvez essayer de donner une définition du sport, notamment en distinguant entre les pratiques anciennes et les pratiques modernes, l'émergence du sport, qui est un phénomène finalement relativement récent. Oui, tout à fait. Mais moi, je voudrais... évidemment, je vais répondre à votre question, du moins tenter, mais je voudrais prolonger un instant ce que vient de dire Michel Serres, parce que ce qui rend justement passionnant ce type d'objet, c'est qu'il est extrêmement varié et qu'il concerne divers niveaux de l'activité des individus. Et je crois que ce qu'il montrait remarquablement, c'est que finalement, on peut apprendre en faisant. Et la grande découverte, à mon avis, des psychologues modernes, je pense à des gens comme Piaget, des gens comme Vallon, la grande découverte, c'est de montrer que l'enfant, il apprend dans l'activité, dans des opérations. Il y a le mot opération chez Piaget qui est extrêmement intéressant, et en les intériorisant. Et alors pourquoi c'est une activité intéressante? Parce que d'un côté elle pose ces questions-là, et d'un autre côté elle pose des questions qui sont éminemment sociales et culturelles, et qui font que l'on se passionne pour des pratiques qui sont sans rapport avec la façon dont les gens peuvent intérioriser les processus d'intelligence, si vous voulez, qui sont des manières de démontrer des excellences physiques, de l'acrobatie, etc. Alors, pour répondre à votre question, si l'on tente de définir le sport, on est évidemment partagé entre deux positions. La première position n'est pas finalement celle que j'adopterai parce que c'est la moins intéressante quant à ce que le sport peut nous dire dans nos comportements. La première position, c'est celle qui consiste à dire, au fond, le sport, c'est une pratique qui consiste à se bouger physiquement, agir, dans une perspective d'exercice, pas simplement le fait de prendre un verre, dans une perspective d'exercice, d'améliorer ses propres potentialités physiques et éventuellement dans une perspective de compétition. Au fond du sport, ceux qui vont dans un aquagym, ceux qui font du yoga, ceux qui font du marathon et ceux qui font les Jeux Olympiques. Voilà. Ça, c'est la première définition, c'est la plus large, mais c'est la moins intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle ne nous permet pas de comprendre ce qui fait la particularité des pratiques compétitives. Alors, quelle est la deuxième possibilité de définition? Il y en a bien sûr plus que deux, mais je m'arrêterai à ces deux-là. Quelle est la deuxième possibilité? C'est celle qui consiste à dire, et je crois que c'est la plus intéressante, c'est celle qui consiste à dire que d'abord le sport c'est une institution. C'est-à-dire que c'est un lieu où on organise des pratiques à partir de dispositifs qui sont extrêmement complexes et qui supposent des assentiments collectifs, qui supposent de l'administration, qui supposent de l'arbitrage, qui supposent du règlement. Et on voit du coup que le sport que l'on voit évidemment à la télévision, c'est le sport le plus, je dirais, spécifique, parce qu'il est organisé à partir de fédérations, il a des structures, il a des dates, etc. Voilà. Organisation. Deuxième idée, évidemment extrêmement importante, c'est de l'ordre de la compétition et c'est de l'ordre de l'affrontement physique. Donc avec du résultat, avec de l'enregistrement, avec des comparaisons, avec la possibilité du coup à la fois de comparer des résultats sur le moment et de comparer des résultats dans le temps, voire de les comparer géographiquement. Donc ça donne immédiatement une possibilité, je dirais, de regard, vous voyez, qui balaie des spectres extrêmement nombreux. Et puis je crois qu'il ne faut pas oublier cette troisième donnée qui est, je l'ai dit mais c'était trop implicite, qui est que c'est une activité éminemment compétitive qui suppose du coup, l'institution le dit, mais encore faut-il que ce soit spécifié, qui suppose du coup des règlements. Et l'originalité du sport moderne, c'est que les règlements, ils sont parfaitement écrits, reconnus par tout le monde et internationalisés. Ce qui n'était pas le cas du jeu ancien. Vous voyez la grande différence entre le sport d'aujourd'hui et le jeu qui était très fréquent, qui était très présent dans les sociétés anciennes, c'est que le jeu, il varie, le ballon, il varie d'une vallée à l'autre, si vous voulez. Et il n'y a pas de rencontre entre les vallées, ou très rarement. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, et c'est ce qui crée, dans une certaine mesure, le côté séducteur de cet objet, alors qu'aujourd'hui, il y a évidemment des rencontres qui peuvent tranquillement, c'est une façon de dire, mais traverser les océans et les continents. D'où, à partir de règlements qui sont unifiés, à partir d'institutions qui sont extrêmement larges, la possibilité de s'intégrer finalement dans la vie de sociétés qui sont évidemment très différentes. J'ajoute que ce qui accroît l'importance du sport aujourd'hui, c'est pas dans la définition, mais c'est dans les faits sociaux, c'est l'image, c'est la possibilité de voyager, etc. Mais je m'en tiens là.